Il va venir lui faire l'amour sans préliminaire. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver dans ce nouvel épisode de The Extra Time dédié à l'Euro 2020. On va débriefer nos principales informations sur les huitièmes de finale, les quarts de finale et puis évidemment les demi-finales parce qu'on enregistre juste avant la première demi-finale entre l'Italie et l'Espagne. Mathieu et Paul-Antoine, comment ça va en cette période d'Euro ? Ça va très bien, pour moi en tout cas. Je suis très heureux de la situation actuelle de la compétition. Je sais pas pourquoi. On va lui demander son avis. Ah, oui. T'es sûr que ça va bien? Que suite à l'élimination du Portugal. Moi tant que l'Angleterre est encore en course, je suis content. Donc on va y revenir plus tard. Moi, ça va. Ok, bah nickel. Tout va bien. On va pouvoir commencer par donc les 3 points principaux, les 3 points à retenir de ces huitièmes de finale. Et je pense que les 3 points les plus importants, c'est les 3 équipes du groupe de la mort qui se sont fait éliminer dès les huitièmes de finale. Évidemment. C'est assez triste, mais pour l'équipe de France, c'est une contre-performance, c'est surtout défensive, offensive. Bon, il y avait des belles choses. Il y a eu certains changements certains changements tactiques qui n'ont pas été bons. Je parle de la formation, mais aussi de la sortie d'Antoine Griezmann à la fin du match. Bon, c'est pas forcément les meilleures choses à faire, mais il y avait des belles choses en termes d'attaque. Et on a vu en Karim Benzema cet étincelant comme on l'a eu face au Portugal. Et mais le point, mais bon, c'est assez triste à voir, mais c'était une grosse contre-performance défensive. Et je pense que il y avait un manque de collectif, un manque d'état, oui. Enfin, il n'y avait pas cet état psychologique qu'il aurait fallu qu'on avait finalement comme en 2018, mais c'est ce qu'on va retenir de cette contre-performance de l'équipe de France. Évidemment, cette contre-performance de l'équipe de France, c'est le truc marquant, je crois, que cet Euro, encore plus que l'élimination de l'Allemagne ou du Portugal, parce que toujours, il faut pas oublier que la France, c'est les champions du monde en titre. L'élimination à l'Euro du champion du monde en titre, c'est toujours marquant, surtout quand la France part favori, parce que parfois, on a des équipes championnes du monde en titre qui ont un peu baissé de niveau. Je pense à l'Allemagne entre 2014-2016. Bon, ils ont quand même une équipe vieillissante. Ils n'étaient pas vus comme les principaux favoris quand même. Ça a changé, ouais. Je trouve que l'équipe de France là, elle avait la meilleure équipe sur le papier. Elle avait tout pour aller très très loin. Et la contre-performance de sortir contre une équipe moyenne, parce qu'il faut le dire, la Suisse c'est pas une top équipe du tout. Ils se sont fait sortir encore une fois par un bloc bas. Moi, toute l'année, je regarde les matchs de l'équipe de France. Toute l'année, ils sortent des performances insipides, insignifiantes, intolérables contre ces équipes-là. J'étais au stade quand ils ont affronté c'était la Bulgarie, le match de préparation. On voit que l'équipe de France, elle galère au max contre ces équipes-là. Mais je me dis, bon, à l'Euro, ils vont quand même se sortir. Voilà, ça y est, c'est les huitièmes de finale. On est sur un match à élimination directe. Ils vont quand même réussir à dominer leur peur d'affronter ces fameuses équipes avec des blocs bas. Et ben non, ils jouent exactement comme pendant leur match de préparation, comme s'il n'y avait pas de pression, comme s'il n'y avait rien. Je trouve que voilà, c'est pas normal de pas savoir à un moment travailler son seul défaut quand on a une équipe aussi talentueuse que l'équipe de France. C'est stats comme ça parce que faut quand même rappeler ce qu'est l'équipe suisse ou la Nati. L'équipe suisse, c'est la seule équipe avec la Belgique et l'équipe de France à avoir fait les huitièmes de finale de la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018. Et du coup, l'Euro 2020. Du coup, elle est aussi classée 13e au classement FIFA, donc une équipe moyenne. Peut-être pas, c'est quand même une équipe. Donc tu es en train de nous expliquer que la France a perdu contre l'ogre suisse et que finalement c'était qui tout double, c'était pile ou face, on sait pas. Mais faut pas se créer d'excuses. Il y a aucune excuse. Non mais il y a aucune excuse quand tu mènes 3-1, quand tu mènes 3-1 à 10 minutes de la fin. Il y a pas de la Suisse est 13e au classement UEFA, il y a pas de la Suisse ils ont fait 8e en 2014, on s'en fout. Tu mènes 3-1. Tu mènes 3-1 à 10 minutes de la fin avec tous les joueurs qu'il y a dans l'équipe de France. Jamais tu dois prendre de but.
c'est une faute Bien professionnelle. sûr. Puis Ben oui, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord, mais le problème, c'est que, enfin, on a tendance à un peu sous-estimer cette équipe suisse qui est pas non plus la plus mauvaise équipe du monde. Enfin, tu vas pas la classer au même niveau que la Bulgarie, je suis Mais désolé. je la classe pas au à un même moment, niveau que la c'est- Bulgarie. Je dis juste que c'est un Ah, bloc bas. bah, si, Je dis juste que c'est un bloc bas et que l'équipe de France ne sait pas jouer contre les blocs bas. Demain, si l'Italie ou l'Espagne étaient en finale contre la France, mais les gars, mais mettez-vous tous derrière, ils ne savent pas jouer contre des équipes qui jouent bas. C'est insupportable. Et puis surtout, je tiens à dire que quelques heures plus tôt, on a quand même vu une remontée de la Croatie 3-1 lorsqu'il y avait 3-1 pour l'Espagne à la 84e minute. Je me doute que les Français ont dû quand même avoir l'information au début du match. J'espère qu'ils ne se sont pas posés sur leur, pour pas être vulgaire, sur leurs fesses. Et que, au bout d'un moment, vous venez de voir un match où une équipe se fait remonter de 3-1, vous menez 3-1 à la 80e minute, c'est pas possible de relâcher maintenant, quoi. On a eu l'exemple juste avant. Là, 3-1, Tu crois vraiment on qu'ils peut prennent le dire temps de que c'est regarder bon. mais tu penses vraiment qu'ils prennent le temps de regarder le match? Ok, peut-être qu'ils Non, mais ils doivent quand même regardent, savoir que mais oui, mais bien sûr, mais bon, ça n'a rien à voir, c'est deux équipes différentes, c'est deux matchs différents. Enfin, là, ça n'a clairement rien à voir, c'est un état d'esprit différent, c'est pas les mêmes équipes, c'est pas les mêmes joueurs, t'as Non, pas le je même suis d'accord sélectionneur, t'as pas pour les le coup mêmes avec idées. Paul-Antoine. C'était un match complètement différent et d'ailleurs on a été chanceux ce jour-là avec les deux matchs France-Suisse et Espagne-Croatie. Ouais, Pour les amateurs de très foot, bon c'était match, une très sacrée très bon journée match. enfin même en Ouais, termes de ouais, scénario. Je veux dire, avant on aurait signé pour des matchs comme ça. Bon, peut-être pas dans ce sens-là pour l'équipe de France, mais c'est quand même vrai. le scénario de ces deux matchs c'est hallucinant. Mais je rejoins plutôt Paul-Antoine. Je pense que ces matchs-là il faut pas faire de lien. Mais vraiment. C'est pas le même scénario, c'est pas les mêmes problèmes défensifs de la Roja, c'est Mais parfait par différent. contre, attention, Paul-Antoine, là où je rajouterai un truc, c'est que l'Espagne, je pensais honnêtement que après s'être fait remonter contre la Croatie comme ça, de la même manière que la Suisse, l'a fait contre la France, je croyais vraiment que ça allait tourner en faveur de la Croatie, que le côté mental avait complètement tourné et que les Croates avaient pris le dessus. Finalement, les Espagnols sont allés puiser dans leurs ressources et ils se sont dit un truc que c'est pas dit la France et que c'est pas dit la Juve en huitième contre Porto. C'est vrai qu'on pourrait utiliser les prolongations pour marquer, tiens, dis donc. Et oui, ils ont marqué pendant les prolongations. La France, on a l'impression que c'était interdit de marquer pendant les prolongations. Il y avait un pacte de Non, c'est vrai, non-agression. On s'est dit, attention, ouais, mais après, les mecs, on attend les pénaux. ouais, non, mais c'est vrai, mais après, il y a eu certains changements, certaines douleurs physiques pour certains joueurs, mais qui ont fait que la France n'avait plus, Tu enfin, parles de avait la peut-être sortie de plus Griezmann. le calibre. Oui, bah oui, il apporte, enfin, offensivement, il apporte quand même beaucoup, et un Moussa Sissoko, il apporterait pas la même chose qu'un. Il est plutôt là pour combler la défense, pour combler le milieu de terrain, un Paul Pogba qui joue beaucoup plus haut, qui est un peu plus meneur de jeu qu'autre chose. Mais oui, pour moi, enfin, il y a eu certains changements qui ont fait que l'équipe de France n'était plus là pour attaquer après. Mais oui, honnêtement, il fallait marquer pendant les prolongations, il fallait pas attendre les pénaltys. Et toi qui suis quand même l'équipe de France, t'as une explication quand même de cette espèce de, enfin je sais pas, il y avait une sorte de fatalisme quand même dans cette équipe de France quand ils ont pris le troisième but et pendant toute la prolongation, on a senti que ils avaient même plus envie, que je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Enfin, c'est quand même C'est dingue. démoralisant, c'est quand même super démoralisant de prendre deux buts juste avant la fin de la seconde période. Je pense que, ouais, il y a eu une démo, enfin, un certain manque d'état d'esprit. Enfin, il n'y avait plus d'état d'esprit à la fin de la rencontre. Enfin, ils étaient tous dépassés par les événements et je pense que des joueurs de ce niveau-là, ils doivent pas être dans ce genre de détail. Il y a eu un peu une certaine pression, je pense, parce que deux buts avant la seconde période pour les champions du monde en titre, ça fait quand même mal. Mais bon, honnêtement, moi, en tant que supporter de la France, je me dis qu'il vaut mieux être éliminé à l'Euro qu'être éliminé à la Coupe du Monde 2022. Donc, c'est un peu un moyen de se enfin, d'être encore heureux aujourd'hui, mais honnêtement, c'est assez triste. on vient de parler donc de l'élimination des champions du monde en titre, parlant des champions d'Europe. Portugal qui se fait sortir par la Belgique. Personnellement, ça me touche, notre famille paternelle aussi. Un match qui a été largement dominé par la 60. Une équipe belge qui un tir cadré, un but. Ils ont beaucoup plaint. Ils se sont beaucoup plaints. Je tiens juste à finir une chose, Antoine. Ils se sont beaucoup plaints en 2016 de leur élimination face à l'équipe de France en demi-finale
où ils avaient donc soi-disant dominé. En regardant bien des deux matchs, ils se sont bien plus fait dominer lors de ce match de huitième de finale face au Portugal qu'ils n'avaient dominé en 2018 face à l'équipe de France. Mais bon, c'est le foot. Parfois, ça va en votre faveur et parfois non. En l'occurrence, là, c'est allé en faveur de la Belgique. Une belle performance de Bruno Fernandes ce jour-là, là, qui avait été décevant un peu sur les stades de poule, mais bon, ça n'aura pas permis au Portugal d'avancer en quart de finale. Moi, je pense que les Belges ont tout compris sur cette rencontre. Fallait juste marquer un but et parc de basse. Et ils sont inspirés du grand tacticien portugais. On aurait été méchant avec toi, Mathieu, mais ils ont tout compris. Et je pense que c'était pas la meilleure méthode, c'est pas le football le plus beau. Mais en tout cas, ils ont bien réussi à le faire, à faire face au Portugal. Et c'est triste à dire, mais bon, ils ont un peu tout compris et ils sont passés. Mais je pense que c'était pas une belle rencontre pour la Belgique. C'était pas un beau match pour la Belgique. C'était un coup, pas un coup de chance parce qu'il y avait quand même beaucoup de talent dans l'équipe belge. Mais bon, c'est assez triste. C'est assez triste pour le Portugal qui a créé quoi, plus de 13 occasions, un peu dans le genre, c'était 17, je me souviens plus. Enfin, c'était assez énorme et ouais, les stats, elles parlaient d'elles-mêmes. Le Portugal avait quand même dominé la rencontre. Mais bon, c'est triste pour cette équipe portugaise. Ouais, honnêtement, le Portugal, c'est ma conviction, méritait de l'emporter. Mais dans le foot, voilà, quand tu mets pas les ingrédients pendant 90 minutes, bah tout simplement, tu gagnes pas. En fait, il faut suivre une stratégie, et il faut l'assumer pendant 90 minutes. La Belgique l'a assumé. En tout cas dans ce match-là, c'est-à-dire qu'ils ont pris le parti de jouer solide derrière et d'utiliser toutes les opportunités qu'ils ont en étant efficaces devant. C'est ce qu'ils ont fait, ça leur a souri, ils ont marqué. Un joli but d'ailleurs. Le Portugal, ils se sont réveillés dans les 20 dernières minutes. Donc, un match de foot, ça se joue sur 90 minutes. À la loyale, la Belgique est passée. C'est pas du beau football, on peut le dire. Mais en même temps, le Portugal, je crois vraiment, devait se réveiller avant. Ils avaient largement les capacités de battre la Belgique. Je veux dire, sur le niveau intrinsèque de l'équipe, le Portugal était bien meilleur, on le voit très bien. Et encore une fois, j'ai pas envie de venir m'étaler sur les quarts de finale, mais cette équipe belge, elle est en fin de cycle. Elle est en fin de cycle depuis 2 ans. Il faut qu'ils arrêtent avec leur génération dorée. C'est le moment où jamais. Ouais. C'est fini. Le moment où jamais, c'était avant. La Belgique, C'est 2018. ils sont dépassés. Et le Portugal était supérieur à cette équipe. Mais honnêtement, la victoire de la Belgique est totalement méritée parce que le Portugal doit jouer 90 minutes. Voilà, il faut assumer. Après, si je dois juste revenir Il sur va un aussi point, remercier Thibaut Courtois. mais si je dois juste revenir sur un point, ça serait Rui Patricio qui a fait le pire arrêt de sa vie, vraiment. Alors déjà, c'est même pas un arrêt parce qu'il l'arrête pas, mais le placement du gardien est mauvais. L'arrêt, il est incompréhensible. Tu comprends pas ce qu'il essaye de faire et vraiment, moi, si je dois blâmer une personne sur cette défaite, et pourtant, Dieu sait que Rui Patricio est un très grand gardien, mais alors là, la frappe, elle est quasiment plein axe. Et Rui Patricio n'essaye même pas. Il n'essaye même pas. Et Ouais. l'arrêt, ses mains, elles tremblent. Les mains de Rui Patricio tremblent à ce moment-là. Mais bon, Les c'est pas beau. les C'est vraiment pas beau. Portugais lui pardonneront vu tout ce qu'il a sauvé. Ouais, par vu le tout ce passé. qu'il a fait, je pense Surtout en qu'il est 2016. pas- Ouais. On va finir. Alors, j'aime beaucoup le Portugal, mais je le dirai toujours, je supporterai pour toujours l'Angleterre, qui a éliminé l'Allemagne et qui vous a trouvé tort à tous les deux. Vous aviez envie que l'Angleterre se fasse éliminer. C'est vrai, Vous c'est ne vrai. trouvez pas beau lors des phases de poule. Non, mais. Ils ont proposé un jeu qui était bien non. supérieur à ce qu'ils avaient Non, proposé en phase de poule. non. C'était pas. Enfin, je dirais que la rencontre face à l'Allemagne, elle n'est pas belle. Genre, il n'y a pas un beau jeu qui est mis en place par Gareth Southgate. Mais ils ont pu convaincre par le 2-0, les 2 buts marqués. Je pense que c'est là où ils m'ont convaincu. C'est parce que, à partir du moment où ils gagnent face à l'Allemagne, là, il y a un déclic pour Harry Kane. Non seulement pour Harry Kane, mais pour l'équipe. Et le jeu proposé, il n'était pas non plus beau. Enfin, ça m'a pas convaincu. C'est pas du beau football. Enfin, de toute façon, on n'attend pas ça de l'équipe d'Angleterre. On attend juste des victoires et aller au moins jusqu'en finale et remporter la coupe. Mais c'est pas beau. Enfin, moi, ils m'ont pas convaincu sur la performance en tant que telle. Ils m'ont convaincu sur le résultat, sur la victoire. Mais c'est déjà ça, tu vois.
C'est vrai qu'on ne peut pas parler de beaux jeux. Maintenant, on n'est pas toujours obligé de parler de beaux jeux. Non, bien sûr, l'équipe on anglaise, est d'accord. effectivement, elle a été supérieure, je dirais, sur l'impact physique et sur la tactique. Parce que j'ai vu une équipe allemande à court d'idées. En fait, le problème de l'équipe allemande, moi, j'ai essayé de l'identifier, c'est que ils ont orienté tout le jeu d'une équipe sur un attaquant, Werner, qui ne donne pas de résultat. C'est-à-dire qu'en fait, toute l'équipe est contrainte de jouer pour un buteur qui ne marque pas. Et Ouais, mais non, mais forcément, non, forcément, tu peux pas. Si le mec au bout d'un non, moment non, mais ne bien sûr, marque non, pas de mais but, totalement. tu peux pas aller plus loin. Mais, Je pense vraiment que ouais, mais, il y a eu un entêtement de la part du sélectionneur allemand de continuer avec Werner, qui ne correspond pas du tout à l'ADN de cette équipe. À la limite, mettre un faux numéro 9 et faire monter des ailiers, ou même mettre Müller un cran plus haut. Mais je crois vraiment que Werner a pollué l'euro de l'Allemagne. Et sans Werner, je pense qu'il y aurait eu quelque chose d'intéressant à développer avec un espèce de faux numéro 9, un peu à l'espagnol pour l'Allemagne, qui avait une équipe un peu très technique avec des petits gabarits. Quand tu as des petits gabarits et une équipe technique, assume le truc et joue jusqu'au bout avec ça. Mais n'essaye pas de nous mettre un faux buteur là qui essaye de marquer mais qui arrive jamais. C'est un peu pénible. bien sûr, mais voilà, pour moi, la plus grosse déception du match, c'est Thomas Müller. Qu'est-ce qu'il a raté pendant ce match? Oh là 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 là, mais c'était même pas l'action vers la 80e minute, c'était même pas dans les 10 dernières minutes, c'est sur toute la rencontre. Mauvais, les récupérations, les déchets techniques. On peut parler de la mauvaise performance et du mauvais euro de Timo Werner, mais là, Thomas Müller, enfin, je suis désolé, mais c'était plus que mauvais. Je pense qu'il a, durant cette rencontre, il s'est dit, mais pourquoi je suis pas Kai Havertz? Parce que vraiment, enfin, un des seuls attaquants allemands qui a brillé pendant cet euro et même pendant ce match, c'était Kai Havertz. La création d'occasions, les plus belles occasions, bon, sauf celle de Thomas Müller qu'il a raté, c'était vraiment Kai Havertz. Et je pense que le plus gros regret, c'est pourquoi il n'y avait pas, enfin, un autre trio offensif avec composé de Kai Havertz, Serge Gnabry et un troisième attaquant. Je saurais pas dire qui, mais il aurait pu trouver un autre trio parce que là, c'était vraiment pas beau. Tu En vois, tous les Manuel. cas, je pense que une chose qu'on ne peut pas enlever aux Anglais, non seulement sur ce match, mais sur l'ensemble de la compétition, c'est leur solidité défensive. À malgré cette Totalement. occasion de Müller qui n'a pas su convertir, l'Angleterre qui reste la seule équipe actuellement à ne pas avoir encaissé un seul but dans la compétition jusqu'à présent. C'est Même vrai, après- mais là, il va avoir beaucoup de difficultés face au Danemark. Et bon, je suis en train de Oui, bon, m'inquiéter. on y reviendra. Pour l'instant, on doit encore parler donc, des résultats des quarts de C'est vrai. finale. Oui, des quarts de finale. Donc, on part sur l'ordre chronologique ici. Allez, Thomas, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Très bien. Ok, alors le tout premier match opposant la Suisse à l'Espagne au tir au but. C'est l'Espagne qui l'emporte. Par contre, quand j'ai vu ça aller au tir au but, je pensais que l'Espagne allait flopper, étant donné qu'ils avaient un record sur les pénaltys qui était immonde, Ouais. c'est de dire 5 pénaltys ratés sur les 5 derniers, tout simplement. Donc, un partout après 120 minutes, et puis ensuite, l'Espagne qui l'emporte au tir au but. je t'avoue que moi, ça m'a. Enfin, bon, la séance de tir au but, elle est peut-être pas non plus excellente, mais une petite surprise suite un peu au but contre son camp d'Unai Simon. Enfin, d'Unai Simon. Je pense que Unai Simon a été bon durant cette période de penalty et de tir au but, je veux dire. Et par contre, grosse surprise, c'est Sergio Busquets qui la plante en plein sur le poteau. Ça, c'était assez surprenant et très dommage, vraiment très dommage. Mais quel penalty, enfin quel tir au but de Daniel Olmo, par contre, vraiment, il l'a mis en pleine lucarne, inarrêtable. Moi, j'ai bien aimé. Écoute, au-delà de la séance de penalty, moi j'aimerais essayer de comprendre comment c'est possible de dominer autant et de pas marquer. Cette équipe espagnole, Morata. elle est intéressante. Euh, elle est surprenante aussi parce qu'elle est aussi loin alors que l'objectif de Luis Enrique pour cet Euro c'était de se préparer pour la Coupe du Monde. On voit qu'il n'a pas un effectif complet, il est encore en construction. Mais il réussit en passant par un trou de souris à se qualifier jusqu'aux demi-finales.
Il aurait dû prendre la France, il a la Suisse. Moi, je trouve ça logique que la Suisse ne fasse pas deux fois le coup des pénaux. Il y a une certaine forme de logique aussi. Il y a un fait de jeu quand même dans ce match, c'est le carton rouge qui change beaucoup de choses parce que la Suisse, ils sont diminués. C'est-à-dire que je pense vraiment que la Suisse avait encore une chance de marquer en contre. À partir du moment où ils sont réduits à 10, ça devient beaucoup plus compliqué. Déjà qu'ils étaient au bout du bout. Le carton rouge n'est vraiment justifié en aucun cas. C'est un vrai scandale. Et d'ailleurs, l'arbitrage de cet Euro, globalement, est assez mauvais. L'utilisation de la VAR est souvent incompréhensible. Les décisions, mais même les décisions en direct des arbitres sont souvent très contestables. Ce carton rouge en est la preuve. Je ne comprends pas comment c'est possible pour les mecs de la VAR de pas alerter le gars en lui disant « Je pense que tu t'es trompé, au moins va regarder l'action. » Parce qu'on est tous là... objectif, à part les commentateurs de TF1, on est tous là en train de se dire, honnêtement, il y a carton jaune, ça, il n'y a pas de souci, mais le gars ne mérite pas une expulsion. Ça, c'est sûr. Donc ça change beaucoup de choses. Ça, c'est vrai. Donc ça, c'était pour l'arbitrage. Mais voilà, l'équipe espagnole, logique qui se qualifie sur ce match, elle aurait dû marquer bien avant. Enfin, à chaque fois, ça tenait vraiment à un fil pour les Suisses. Et donc, elle gagne sa place pour les demi-finales. Luis Enrique... J'ai pas envie de le féliciter, mais j'ai envie de dire il a gagné son pari parce que il a pris le pari de se débarrasser de certains joueurs du Real, de pas prendre les joueurs de Séville qui ont fait une bonne saison. Certains joueurs de Séville qui sont restés sur le carreau, ça a fait pas mal de bruit en Espagne. Il a gagné son pari, il a été un peu tout seul, vent contre tout le monde, contre tous les médias espagnols qui le critiquaient, même s'il y a des médias pro-Enrique et d'autres un peu moins, mais en tout cas, il était seul au début, maintenant tout le monde l'applaudit, il est en demi-finale. Je vous assure qu'en Espagne, cette équipe-là, elle passionne moyennement les gens, mais bon, il est en demi-finale et puis il y a un exploit pour l'Espagne contre l'Italie. C'est vrai, c'est tout ce qui compte. Moi, si je dois dire un truc sur cette équipe espagnole, bon, c'est pas beau du tout à regarder, c'est un peu latent, c'est un peu chiant, mais au moins pour les Espagnols, ils peuvent au moins espérer aller en finale et je pense que c'est possible. Il y a rien de joué, mais honnêtement, c'est pas passionnant. Je pense qu'il y a un manque de créativité offensive ou même de réalisation offensive parce que là, Alvaro Morata, Gerard Moreno, etc., ça suffit pas, ça se concrétise jamais, etc. Donc, bon, c'est pas beau à regarder, mais au moins, ils peuvent célébrer, ils peuvent au moins se dire on est arrivé en demi-finale. Je tiens juste à rappeler une chose. Je ne sais pas pourquoi, mais avant la compétition, je faisais mes petits pronostics et je voyais l'Espagne gagnante de cet Euro. Personne ne me croyait et puis même si ça n'arrivera pas forcément, on se dit que ça aurait pu être possible et si c'est possible, on verra le match de ce soir. Je reste quand même pour l'Italie. J'ai de la famille italienne du côté de la mer. En fait, t'as toutes les nationalités, Mathieu. non, juste l'Angleterre, Portugal, France, Italie. C'est bon, ça suffit comme ça. Néo-zélandais, mais tout. Donc justement, on va parler de cette équipe d'Italie qui a affronté la Belgique et qui les a sortis. Bon, j'étais content suite à leur performance face au Portugal. 2-1 en parlant d'erreur d'arbitrage. Je ne pense pas que c'était une erreur d'arbitrage, mais Thomas, toi, je me souviens, on était ensemble avec Antoine le jour de ce match. Tu avais l'air quand même de contester le penalty de la Belgique. Oui, le penalty de la Belgique, c'est bon. Alors, on va peut-être me reprocher un manque d'objectivité, donc je vais essayer de pas être caricatural. Je pense vraiment que le penalty est discutable. Effectivement, certains le sifflent pas, mais je trouve que siffler des pénaux comme ça, c'est hallucinant. Pour moi, c'est épaule contre épaule. C'est une différence de gabarit entre les deux joueurs. Sans compter évidemment l'augmentation de la chute du Belge. Enfin bref, tout ça c'est un ensemble de faits qu'il n'y a pas péno pour moi, c'est une évidence. Mais enfin, le match là se résume pas à ça. Le match c'est surtout une domination utile de l'Italie qui a fait un match sensationnel de la première à la 79e minute. Ils ont été exceptionnels les Italiens, franchement ils dégagent une puissance quand ils jouent ensemble. Il y a vraiment une unité, il n'y a pas un joueur qui sort du lot, la preuve parce que les deux joueurs qui ont marqué à savoir Barella et Insigne sont deux joueurs qui avaient déçu pendant le 8e de finale. Barella qui avait été totalement absent et Insigne qui avait été approximatif contre l'Autriche. Ces deux joueurs qui étaient attendus au tournant, ils se sont retrouvés tous les deux buteurs. Donc c'est la preuve qu'il n'y a pas des individualités
qui ressortent réellement. Tout à l'heure, pour Antoine, tu parlais de Spinazzola, il a encore été étincelant et on peut malheureusement pleurer son sort. Il a eu la pire blessure peut-être qu'on peut avoir dans le foot, la blessure au talon d'Achille. Malheureusement, on le reverra pas de sitôt. Mais en tout cas, cette équipe d'Italie, elle est puissante. Quand on voit Chiellini qui vient frapper le torse toujours de Di Lorenzo, de Bonucci, de Spinazzola sur chaque intervention, quand on voit le niveau de Jorginho, c'est impressionnant. Jorginho, comment il a maîtrisé le milieu de terrain, il a muselé De Bruyne. Enfin, c'est hallucinant, je veux dire. Et même Verratti est bon, c'est vous dire. Verratti, il a un rôle, si vous voulez, il seconde Jorginho, et dans ce rôle-là, il est exceptionnel. Parce que je reprends un petit peu ce que disait Daniel Riolo dans l'Afterfoot sur RMC, et il a totalement raison. C'est qu'en fait, quand Verratti, vraiment, c'est une analyse que j'avais pas entendue avant et qui m'a permis de comprendre un peu Verratti, c'est que quand il est le meneur, quand on attend Verratti et uniquement Verratti, il est souvent décevant. Voilà, il devient tout blanc, livide, il n'a pas de mental, et puis il explose à la 45e, et puis il fait plus rien. Par contre, quand toute l'équipe est bonne, et que les mecs à côté de lui sont bons, et qu'à côté de lui, il y a un mec sensationnel à l'époque au PSG quand il y avait Thiago Motta, et maintenant Jorginho en Italie, et là, Verratti, il est exceptionnel. Là, Verratti, il donne vite le ballon, il s'en mêle pas à toucher 50 fois la balle pour faire des passes en retrait, etc. Verratti, il a été efficace, il a été magnifique. Un seul qui a été peut-être un petit peu en dessous, c'est Immobile, parce que il a été un peu statique, il n'a pas eu beaucoup d'occasions, et puis quand il a eu le ballon, il n'a pas trop su vraiment faire quelque chose. Mais voilà, je veux dire, cette équipe italienne, elle a été magistrale. Le seul hic, c'est les changements de Mancini, je trouve, qui n'ont pas forcément été intelligents. J'en parlais tout à l'heure. Quand il a fait sortir Verratti, j'aurais bien voulu que Locatelli entre, parce qu'il aurait mis un peu de percussion. Non, il a fait rentrer Cristante, ça a fait reculer tout le bloc. Et la Belgique, vraiment sur un coup de billard, sur un penalty mérité, ils auraient presque pu égaliser à la fin du match. Donc attention, c'est la seule erreur, mais franchement, au-delà de ça, je vais vraiment finir là, mais magnifique, une victoire absolument méritée, le plein de confiance contre l'Espagne. Vraiment, ça va être un match difficile, mais sincèrement, l'Italie mérite totalement sa qualification. Match exceptionnel. Alors, je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Thomas. Je tiens juste à dire une chose il faut rendre à César ce qui est à César. Doku, qui m'a énormément impressionné, je ne m'attendais pas à une performance pareille de sa part. Pour moi, c'était le meilleur joueur de cette équipe belge. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Antoine, je pense que c'était toujours Kevin De Bruyne, mais la prestation de Doku. Kevin De Bruyne sur une jambe. Ouais, Kevin De Bruyne sur une jambe, c'est ça qui était bon. Il a créé beaucoup d'occasions. Je crois qu'il y avait même une passe pour Lukaku qui a failli transformer en but. Enfin, c'était quand même incroyable pour De Bruyne, mais non, mais bien sûr, mais ça n'exclut absolument pas la prestation de Doku qui a été incroyable. Et si je dois revenir d'ailleurs sur ce qu'a dit Thomas avec la sortie de Verratti pour Cristante, je pense que s'il avait fait rentrer Locatelli, il y aurait eu peut-être un petit déséquilibre au niveau de l'équipe. Et je pense que, voilà, je sais pas non, je connais pas vraiment bien Cristante, je connais pas vraiment son apport dans l'équipe d'Italie, etc. Mais on sait ce qu'apporte Locatelli, et les statistiques sur cette rôle ne mentent pas. Et je pense qu'il y aurait peut-être eu un certain déséquilibre. Après, on sait qu'il est capable de faire des retours défensifs, etc. Cristante, mais je dis, c'est le message qui est envoyé. C'est que plutôt que de faire rentrer un joueur un peu box-to-box qui peut te récupérer la balle et aller la foutre devant, on te fait rentrer un joueur qui a vocation beaucoup plus défensive. Et du coup, d'instinct, en fait, le bloc va reculer et du coup, tu vas subir pendant 10 minutes. Alors que si tu fais rentrer Locatelli, un petit peu de mouvement et un peu de technique, finalement, tu peux continuer à jouer comme tu as joué pendant 80 minutes et tu seras jamais inquiété. Et je trouve ça dommage d'avoir fait un peu, naturellement, reculer le bloc en envoyant un message un peu défensif, c'est tout. C'est vrai, mais je pense que, après, je sais pas, mais moi j'aurais imaginé peut-être un manque d'équilibre dans cette équipe. Mais après, bon, ça n'enlève rien à la performance de l'Italie, très bon match. Et la Belgique un peu décevante, si je dois révéler une déception, c'est le milieu de terrain. Les deux, enfin, Tillman, alors je sais plus qui l'accompagnait, Astésie Witsel, voilà. Très, très décevant, vraiment très décevant comme milieu de terrain. Quasiment aucun apport. Celui qui faisait quasiment tous les retours, c'était De Bruyne, qui était un peu présent partout au niveau du milieu de terrain, mais oh là là, c'était vraiment mauvais. Et même la défense à 3 de la Belgique qui n'a pas réussi à rester compact, etc. Et les deux pistons qu'on n'a pas aperçus du match, hein, Torgan Hazard, je sais pas où il était, et Thomas Meunier, il s'est fait bouffer, mais sur chaque contre. Hein. Je pense qu'on a tout dit sur ce match-là. Ouais. On va passer donc à la deuxième journée de demi-finale où le Danemark
va encore plus loin dans ce qui pourrait être une très belle histoire pour cette équipe du Danemark qui avait vécu une journée d'horreur lors de leur première journée. Et ils s'imposent 2-1 face à la République tchèque pour garantir leur place dans le carré final. Moi, j'ai quasiment déjà tout dit sur cette équipe du Danemark, mais si je dois rappeler quelque chose, c'est que la dernière fois qu'ils sont allés en demi-finale, ils ont gagné l'Euro. Donc, moi, je vais juste me contenter de ça comme analyse. Bon, si on se tient à des analyses comme ça, la dernière fois qu'Angleterre a inscrit 4 buts dans un match, c'était en 66 contre l'Allemagne. La dernière fois qu'on a battu l'Allemagne aussi. Donc, voilà. Bon, il y a peut-être des éléments qui font que ça fera juste un match nul. Donc, bon, Ça va jouer sur les prolongations, vas-y. Thomas, toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match-là? Pas grand-chose à dire non plus. Ouais, bah écoute, non, simplement j'ai été un peu déçu par la performance de la République tchèque parce que j'ai regardé leur match évidemment contre les Pays-Bas, j'attendais beaucoup, et puis finalement, finalement un peu déçu quand même, mais c'est vrai que le Danemark a fait un beau match. Écoute, ils ont fait leur match, ils ont gagné, mais voilà, je trouve que c'était un match un peu, enfin. Voilà, un match de 18 heures qu'on a mis un peu dans le fond. Globalement, c'était pas du niveau d'un quart de finale d'Euro pour moi, mais il y avait de l'intensité, il y avait des supporters, c'était sympa et c'est vraiment très très. Honnêtement, c'est beau de voir le Danemark en demi-finale avec ce qu'ils ont vécu, comme l'a dit Paul-Antoine. Ça va être un match intéressant contre l'Angleterre. J'espère que ça va pas faire, si tu veux, un effet domino comme l'Ukraine qui s'est écrasée contre l'Angleterre. Voilà, on attend beaucoup du Danemark. J'espère que ça va pas faire. Un espèce de truc qui explose comme ça, comme l'Ukraine en quart. Donc on va voir. Mais voilà, un match un peu en dessous de mes attentes, mais le Danemark en. Si je dois ajouter un point sur le Danemark, c'est pas non plus une mauvaise performance, mais c'est un peu les déchets techniques de Mikkel Damsgaard qui m'a pas convaincu sur cette rencontre, mais un Kasper Dolberg qui a confirmé ce que je pensais de lui, très bon attaquant, qui a réussi à concrétiser certaines de ses occasions. Donc honnêtement, belle performance, mais oui, comme tu disais, pas au niveau d'un très bon quart de finale. Et pareil pour du coup le match qui va suivre, Oui. Ukraine-Angleterre, qui était même pas un match de quart de finale, je dirais un match de préparation. Parce que, oh là là, 4-0, mais elle était où la défense de l'Ukraine? Elle est partie en vacances? Ouais, c'était n'importe quoi. Hein. C'était vraiment n'importe quoi. C'était vraiment l'entraînement de l'Angleterre, là. C'était la séance d'entraînement de l'Angleterre. Ouais, c'est ça. Ils jouaient contre l'équipe B, quoi. Ils jouaient contre les réservistes. Mais c'est dommage. Et c'est pour ça que je parlais de ce match en disant, moi, j'attendais beaucoup de la République tchèque parce qu'après avoir éliminé une grosse équipe en huitième, bon, bah, tu t'attends. Bah, pareil, voilà, l'Ukraine, ils ont fait un joli parcours. Je m'attendais à ce qu'ils envoient, quoi, contre l'Angleterre. On s'est dit, voilà, ça, c'est bon. Ils affrontent encore une grosse équipe. Ça y est, ils vont, enfin, peut-être. Ils n'ont plus rien à perdre. Ils n'ont plus rien à perdre. C'est ça le truc. Peut-être jusqu'à sortir l'Angleterre, c'est un peu excessif, mais voilà, au moins offrir une confrontation, quelque chose. Là, voilà, c'est le match contre les réservistes, le dimanche après-midi avec une binouse, quoi. C'était tranquille. La seule chose qu'ils ont offert, c'est les 4 buts pour l'équipe d'Angleterre. Après, bon, j'ai pas envie de. Mathieu va nous dire qu'on sous-estime la performance de l'Angleterre. Là, franchement, vous abusez un peu, vous enlevez tout aux Anglais là, qui ont sorti une très belle performance. Autant que défensif, parce qu'on va le rappeler, l'Ukraine a eu quelques occasions avec un arrêt. Bien sûr. Après l'arrêt exceptionnel de Pickford, il plonge un peu pour rien là. Je crois que c'était Thomas qui me montrait une réaction d'un mec sur Twitter, mais oui, j'ai vu l'arrêt. Bon, il avait pas besoin de plonger quoi. Mais on n'enlève rien à Jordan Pickford. Comme il mesure 1m60, il a besoin de plonger aussi. C'est vrai. Mais non, mais je ne rien à Jordan Pickford parce que il y a des bras plus courts. Pickford a des bras extrêmement courts. Non, mais je ne rien à Jordan Pickford. Il est très on très l'aime bon. beaucoup ce gardien, il est attachant quand même. Il est attachant mais après, si je dois revenir sur un point du match de l'équipe d'Angleterre, c'est le but avec la passe décisive de Luke Shaw pour Harry Kane. Je crois que c'était une tête qui fait un petit pont au gardien dans le genre. Alors, le défenseur ukrainien, ou même la défense à 3 ukrainienne, elle n'est pas du tout organisée. Je sais pas que j'enlève le mérite à l'équipe d'Angleterre, mais en même temps, la défense ukrainienne, à ce moment-là, elle n'est pas du tout maîtrisée. Si je rappelle un peu le but, c'est Sterling qui fait une passe sur une talonnade à Luke Shaw, et Luke Shaw a tout l'espace qu'il veut pour faire son meilleur centre. Et on connaît les talents de Luke Shaw, ça se concrétise. Ouais. Donc tu vois, je pense qu'il y avait vraiment un très gros déséquilibre entre ce que proposait l'attaque ukrainienne, et encore, ce match n'était pas excellent,
et la défense ukrainienne. Et c'est pour ça qu'il faut pas se tromper hein, sur les analyses aussi de cette équipe anglaise, c'est que encore une fois toute proportion gardée, ils font un parcours en poule qui est moyen. Ils font un bon match contre l'Allemagne. Ensuite là, ils viennent de sortir d'un match quand même cadeau. En demi-finale, ils sont contre le Danemark. Moi, j'ai quand même une inquiétude sur cette équipe danoise. J'ai peur que malheureusement, ils arrivent au bout de ce qu'ils peuvent montrer physiquement. Donc, ils peuvent arriver en finale, nos amis anglais, en ayant joué tous leurs matchs à domicile, avec un parcours très ouvert. Voilà, donc ne nous trompons pas dans l'analyse. Même s'ils vont loin, je maintiendrai que leur parcours est moyen, que le niveau de jeu, globalement, est pas exceptionnel. S'ils font un gros match en finale, je fermerai ma bouche. Mais en tout cas, je trouve que voilà, pour l'instant, on a une équipe anglaise qui est là, qui assume son statut, entre guillemets. Mais heureusement, j'ai envie de vous dire, heureusement qu'ils battent l'Ukraine. Parce que sinon quoi, voilà, honnêtement, je suis pas impressionné. Voilà, je suis bien plus impressionné par le parcours de l'Espagne, par exemple, qui part de rien et qui finalement, en jouant un peu d'une façon loufoque, réussit à aller en demi-finale. Enfin, voilà, j'ai plus de sympathie que pour une équipe anglaise qui a tous ses talents et qui en fait, je sais pas, une espèce de bouillie un peu. Voilà, je suis un peu méchant, mais je trouve que il y a rien qui se dégage vraiment de sympathique dans cette équipe. Bon, je pense qu'on va pas en parler un peu plus longtemps parce que là, ça commence franchement à me monter parce que vous êtes vraiment en train d'attaquer l'Angleterre avec tout ce que vous avez. Vous êtes en gros, non, je t'ai dit, j'enlèverais. Non, moi j'ai dit que j'enlèverais rien du tout. Enfin, j'enlève rien du tout à cette équipe d'Angleterre. Son mérite est présent. Mais moi c'est vrai que ce qui dégage le plus de cette équipe d'Angleterre, c'est l'ambiance à Wembley. Bon là c'était pas à Wembley, mais l'ambiance à Wembley. C'est dans une fan zone, ouais. Folle. Mais c'est là qu'on voit l'âme des supporters anglais. Non, mais c'est vrai, bah oui, anglais, ils sont pas comme les autres supporters. Mais justement, c'est là où il y a mon problème, c'est que les fans ont beaucoup plus envie d'aller chercher cet euro que les joueurs sur le terrain, tu vois. Et c'est pas que certains joueurs sur le terrain. Et ouais. Tu vois, moi, c'est pour ça qu'il y a certaines performances qui m'ont pas convaincu et c'est pour ça que j'ai beau bien aimer et j'ai beau supporter cette équipe d'Angleterre pour qu'elle aille en finale et qu'elle fasse l'exploit. Enfin, ça serait pas un exploit, ça serait juste réaliste, tu vois, avec l'équipe qu'ils ont. Les performances, elles en disent pas plus, tu vois. Enfin, moi, elles sont pas incroyables. Voilà, c'est tout ce que j'allais dire. Bon, on va revenir sur quelque chose de positif. Enfin, le premier but en sélection de Jordan Henderson, j'étais très content pour lui sur ce corner de Mason Mount. Une performance pour moi des Anglais qui était, ils auraient pas pu offrir plus hein, pour moi. Ils pouvaient pas faire mieux. Ça aurait été n'importe quelle autre équipe, cette équipe ukrainienne, s'ils avaient sorti une performance. Si ça avait été l'Italie qui a fait des belles performances jusqu'à présent, je pense pas que vous auriez dit ce que vous avez reproché à l'équipe d'Angleterre. Enfin, je sais pas trop comment Mathieu, excuse-moi, regarde Mathieu, non mais simplement, regarde les équipes que l'Italie affronte en phase de poule. C'est des équipes globalement qui font un euro moyen à part la Suisse et encore l'Italie a gagné avec brio contre la Suisse. Regarde comment l'Italie gagne ses matchs. Et ensuite regarde comment l'Angleterre gagne ses matchs. Et viens comparer les deux équipes. Bon après face à l'Ukraine, je pense qu'il y avait rien d'autre. Enfin, je pense qu'il faut pas enlever le mérite parce que l'équipe d'Ukraine c'est quand même une belle surprise. Mais là, faut rien enlever à cette équipe d'Angleterre parce qu'elle est quand même. Enfin, là, elle a fait quand même un très gros match. Elle aurait pas pu proposer mieux, tu vois. Ah non, mais ça. Moi, je vois pas ce que. Mais pour moi, le match qui m'a le plus convaincu, c'était face à l'Allemagne. Mais la phase de poule de l'équipe d'Angleterre m'a vraiment pas convaincu. Mais l'Italie, si elle avait vu le même parcours, si elle avait proposé le même jeu, si elle avait si elle avait fait la même chose que l'Angleterre, bien sûr que moi je l'aurais craché dessus parce que là Non, c'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire si l'Italie avait affronté l'Ukraine suite à toute leur performance et qu'ils avaient non, parce que avant ça ils affrontent là ils affrontent la Belgique, c'est pas la même chose mais honnêtement là ils proposent pas du tout le même jeu. Enfin c'est différent. T'as un vrai collectif et de l'autre côté t'as une équipe qui arrive à peine à marquer 2 buts en phase de poule, tu vois, c'est pas la même chose, tu vois. Et c'est beaucoup plus compliqué. Ce que j'ai envie de dire, c'est on se retrouve en finale, it's coming home. J'en dirai pas plus, on parlera. Bien sûr, mais moi je suis pour cette équipe d'Angleterre, mais enfin, c'est pas convaincant non plus, tu vois. Donc les matchs de demi-finale, l'Italie qui affronte l'Espagne et l'Angleterre qui affronte le Danemark.
Je vais commencer par donner une prédiction, comme ça, alors, je vous laisserai cracher sur l'Angleterre un petit peu plus. L'Italie qui, pour moi, dominera donc ce match face à l'Espagne. Ce sera une victoire 3-1, selon moi, euh, pour l'Italie qui ne se fera pas remonter 3-1 comme l'Espagne face à la Croatie et la France face à la Suisse. Et entre l'Angleterre et le Danemark, l'Angleterre s'imposera 2-0 à mon avis à Wembley. D'ailleurs, tout le monde disait que l'Angleterre ne serait pas remporter le match étant donné qu'ils n'étaient pas chez eux, ils étaient à Rome. Ils ont su prouver le contraire. Ils seront de retour à Wembley devant les fans, devant les supporters. Et puis bah voilà, moi je prédis une victoire 2-0 pour l'équipe d'Angleterre qui conservera encore une fois un autre clean sheet et arrivera en finale sans avoir encaissé un seul but. Je vais prendre la suite. Moi, l'Italie-Espagne, ils n'ont pas un match, fermé, tu vois. L'Espagne, c'est une équipe qui va bloquer, tu vois. C'est une équipe qui va prendre le contrôle du ballon et qui va le garder. L'Italie, elle va devoir jouer sur des comptes, mais du coup, je vois plus un match fermé et que ça va plus se jouer sur des prolongations qu'autre chose pour moi. Voir des tirs au but, peut-être. Mais 1-0 pour l'Italie, tu vois. Un petit 1-0 ça m'étonnerait même plus de voir une petite surprise espagnole vu ce qu'ils ont proposé sur les derniers matchs et vu comment ils arrivent à se qualifier. Et pour Angleterre-Danemark, alors c'est une équipe danoise qui pose un jeu offensif assez imposant, qui arrive à marquer quand même pas mal de buts. Donc on raconte avec des buts. Pourquoi pas un 2-2 jusqu'en prolongation, tu vois, 2-2 sur tout le match et même en prolongation. Et les tirs au but. Et là, faut pas qu'il se rate. Et je pense que la qualification anglaise passera, mais à voir, tu vois. Ça va? Ouais, Ah, oui, non, mais j'ai écouté avec intérêt tout ce que vous disiez. Moi, je sais pas, je suis toujours un peu sceptique du coup. Enfin, de toute façon, on avait déjà un peu analysé ça sur le résultat d'Angleterre-Ukraine. Moi, je pense que enfin d'ailleurs, je trouve enfin, j'ai pas eu ton avis, Mathieu, sur. Enfin, je fais une petite digression vite fait, mais sur le fait que l'Angleterre, du coup, là, à partir de maintenant, joue tous ses matchs à domicile. Tu t'en penses quoi de ça? qu'est-ce que je devrais en penser? Bah, Est-ce que tu es en que train tu de me penses pas, demander si c'est un avantage bah, est-ce que tu penses pas que c'est un scandale absolu? En vrai, Alors, non, parce que moi, je pense que c'est comme si un euro, en il jouait général, dans un un euro pays, se tu joue vois. dans une équipe, Ouais, voilà, dans c'est un ça, tu seul vois. pays. Tu vois. Ouais, Bah, c'est oui, là, En l'euro, il s'est l'occurrence, déroulé, là, ils ont une équipe déroulé en répartie Angleterre. un peu plus en Europe. mais dans ce cas-là, mais en fait, Euh, c'est pas le cas de cet euro. Cet euro était censé se jouer partout en Europe déjà, Ouais, bien ce qui est sûr. une aberration, un, au vu de l'organisation, deux, en vue du Covid. Mais bon, ça, passons. Mais en fait, déjà, l'Angleterre avec son en fait, déjà avec son tableau, disons assez favorable, plus tous ses matchs à domicile, est-ce que ça fait pas un peu beaucoup d'avantages quand même pour une seule équipe? Parce que pendant que l'Angleterre se repose tranquille en jouant avec des licornes là dans leur piscine, je sais pas si vous avez vu les photos sur Instagram, c'était assez drôle. et Leurs adversaires, ils reviennent de Bakou par exemple, d'Azerbaïdjan. Ils se tapent 4-5 heures de vol. Je trouve quand même que, voilà, c'est évidemment l'équipe d'Angleterre n'est pas responsable de ça, mais je trouve que les organisateurs même mettent l'Angleterre dans une situation délicate parce que du coup ils ont un avantage qui est totalement illégitime, mais qui n'est pas de leur faute. Ils n'ont rien demandé. Je me pose des questions. Je me demande si les mecs qui organisent les compétitions réfléchissent de temps en temps. On nous avait promis un euro partout en Europe. Bah, faites vraiment un euro partout en Europe. Faites pas tous les derniers matchs dans le même stade à ce moment-là. Moi, je comprends pas. Ouais, non, mais c'est vrai, c'est un gros coup de gueule de Thomas, encore une fois. C'est beaucoup de coups de gueule aujourd'hui, Thomas. Mais, et on remarquera que c'est notamment envers l'Angleterre. Mais Non, je non, t'ai mais dit que non. c'était pas de la faute Pas... de l'équipe Alors d'Angleterre. là, C'est pas contre l'équipe d'Angleterre, c'est contre les organisateurs. Et je C'est te pas dis, contre l'équipe d'Angleterre, mais c'est quand même une manière de dire que bon, bah, si l'Angleterre remporte l'Euro, ah bah, oui, ils ont eu un énorme avantage. ah Quoi. oui, Ils étaient mais chez eux. mais ce serait vrai. Et tout le monde le dira. Et c'est de la faute des organisateurs parce que les gens du coup imputeront à l'Angleterre cet avantage qu'ils n'ont pas demandé. Et donc Moi, je vais te dire quelque chose, Thomas. les premiers à être énervés contre les organisateurs, ça devrait être les Anglais. Moi, j'ai une chose à te dire, c'est que justement, moi, ça me fait peur. C'est que notamment la finale se joue à Wembley. Parce qu'on l'a remarqué sur les deux derniers matchs qui sont joués chez l'un des finalistes, ça n'a pas été en leur faveur. On le rappelle, le Portugal qui
se fait battre par la Grèce en finale de l'Euro 2004 à Lisbonne, et la France qui perd au Stade de France face au Portugal en 2016. Moi, c'est des stats qui n'ont rien à voir. C'est des stats qui n'ont rien à voir. C'est sur les formes des équipes. Et si c'est Italie-Angleterre ou si c'est Espagne-Angleterre, ce sera des matchs totalement différents et ce sera des préparations différentes. Là, ça n'a rien à voir. C'est juste une sorte de malédiction comme la malédiction des champions du monde. Et honnêtement, moi, je fais pas partie des personnes qui pensent que le foot ça marche comme ça. Donc là, je pense qu'il faut pas se reposer sur ce genre de réflexion et faut se reposer sur les performances des équipes et le fait que tu sois à domicile, normalement, c'est pour t'aider. Et honnêtement, j'aimerais bien que ce soit. Enfin, de toute façon, j'espère qu'on nous proposera un beau match en finale. Et de toute façon, moi, je suis là pour regarder du foot et je suis pas là pour voir qui a eu le meilleur parcours, qui a eu le moins bon parcours. Moi, je m'en fous. Je veux juste avoir des beaux matchs de foot. Je vais pas vous mentir, il y a 12 jours, lorsqu'on a enregistré l'épisode juste avant les huitièmes des finales et que vous aviez absolument détruit l'Angleterre lors de ce épisode du podcast, vous ne pouvez pas le nier, vous étiez en train de cracher dessus, je veux qu'ils soient éliminés, ils ne passeront pas face à l'Allemagne. Je pensais que lors de cet épisode, vous ne seriez pas autant... J'ai pas envie de dire contre les Anglais, parce que vous n'êtes pas contre les Anglais, mais je sais pas... l'équipe d'Angleterre, là. Comment ? Mais oui, là, je soutiens l'équipe d'Angleterre. Oui, mais c'est pas ça. Il y a, je sais pas s'il y a une forme d'animosité ou de Thomas envers l'équipe d'Angleterre, mais on dirait non, mais c'est juste que je sais pas quoi dire. Performance. Oui, je m'attendais pas à ça. Oui, mais ok, mais les performances de l'Angleterre par rapport aux joueurs qu'ils ont et par rapport au niveau qu'ils sont censés avoir, le niveau est pas là, tu vois. Enfin, c'est ça. C'est ça qui nous énerve un peu, tu vois. Non, mais pour te répondre encore une fois, il n'y a pas d'animosité envers l'équipe d'Angleterre. Moi, je regarde un Euro, je suis supporter d'une équipe et ensuite toutes les autres équipes se valent à mes yeux. Quand je vois le parcours de l'Espagne, et je le redis, avec les joueurs, l'ambition de départ et là où ils sont aujourd'hui, je suis étonné. Quand je regarde l'équipe d'Angleterre faire de la bouillie de football pendant les matchs de poule, passer avec des joueurs comme ça, des matchs où finalement il n'y a rien, mais vraiment il n'y a rien, Mathieu, mais il faut aussi être objectif, quand on regarde ça, il n'y a rien. Ensuite, là, c'est pas parce qu'ils ont gagné 4-0 contre une équipe qui n'a pas voulu jouer au foot qu'il faut les mettre sur un piédestal. Je ne suis pas anti-anglais, je regarde juste le match, je suis déçu des performances préalables, ils ont fait un gros match contre l'Allemagne, ça c'est une vérité, et on a tous ensemble analysé le match. Mais c'est pas parce qu'ils viennent de gagner 4-0 contre l'Ukraine que je vais t'expliquer que l'équipe d'Angleterre, elle est fantastique. Je trouve vraiment que cette équipe, elle a des joueurs exceptionnels, qu'elle n'utilise pas son potentiel, qu'elle joue un football qui est vraiment moyen, en tout cas moi qui ne m'enchante pas, après ça peut enchanter d'autres personnes, et en plus, et ça je redis, ce n'est pas de leur faute, c'est juste du point de vue. Et je redis, et juste le dernier truc, ce n'est pas de leur faute, ce n'est pas de la faute de l'équipe anglaise, donc Mathieu comprend bien ça, ils ont des avantages qui ne sont pas négligeables, et s'ils vont au bout, on le dira, que ça plaise aux Anglais ou non, on le dira. Après, bon, je vais rajouter un point, ce sera le dernier pour clôturer, etc. Mais la question de la beauté du football, etc., c'est en fonction de chacun. Si t'aimes les blocs bas, ça te ferait plaisir. Écoute, kiffe ta vie. Mais bon, honnêtement, moi, je suis pas un partisan de ce que propose l'équipe d'Angleterre, parce qu'ils ont eu beaucoup de difficultés sur ces phases de poule. On savait ce qui était leur difficulté, les relances à partir des défenseurs, la construction du jeu à partir des défenseurs. Mais de toute façon, la beauté du football, c'est en fonction de chacun. Si t'aimes pas le tiki-taka, c'est ton problème. Si t'aimes pas le jeu en équilibre que propose Didier Deschamps ou l'équipe portugaise, écoute, c'est ton problème. Mais chacun aime son football et on s'en fout. Si toi, Mathieu, ça te plaît, écoute, ça te plaît, c'est pas notre problème. Mais moi, je suis pas partisan. J'ai l'impression à quelque chose qui va un facteur assez important, à mon avis. Quand tu parles de l'effectif anglais qui est impressionnant et qui devrait donner plus, est-ce que tu peux élaborer un peu plus, Antoine? L'effectif anglais, mec, c'est sur la compétition, c'est l'effectif le plus cher, je crois. C'est les joueurs avec, si t'additionnes les joueurs, la valeur marchande des joueurs, c'est l'équipe la plus chère. T'as des Jadon Sancho, des Harry Kane qui terminent meilleur buteur et quasiment meilleur passeur en première ligue, qui a galéré à ouvrir son compteur de buts sur l'Euro. Bon, c'est une question de confiance, ça arrive n'importe quel buteur. Mais t'as des joueurs qui sont pas alignés, qui devraient être alignés. T'as une complexité à trouver un système de jeu qui inclut les meilleurs potentiels. Exactement. Les meilleurs joueurs avec les meilleurs potentiels. Mais oui, exactement, les meilleurs potentiels.
qui n'ont jamais joué une compétition internationale avant, qui en 2018 étaient des simples supporters. En 2016, Harry Maguire oui, l'Euro, par mais exemple. bien sûr, mais des bien sûr, joueurs mais qui c'est des n'ont joueurs- jamais joué Mathieu, une compétition internationale. Mathieu, écoute-moi ce que je vais te dire. Écoute ce que je vais te dire. Vas-y, Un dis-moi. joueur de ce niveau-là, est censé assurer sur n'importe quel match, même si c'est compliqué pour lui, même s'il doit s'adapter. Normalement, et c'est même plus le rôle des joueurs là, c'est le rôle du sélectionneur, c'est le rôle de l'entraîneur, que ce soit pour une équipe ou pour une sélection. L'entraîneur est censé faire en sorte qu'un collectif se dégage, comme Roberto Mancini l'a fait avec cette équipe d'Italie. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui il y est. Et comme l'a fait Didier Deschamps en 2018, ça a pris du temps, donc il y est. Et honnêtement, pour l'instant, le collectif de l'équipe d'Angleterre, il n'y est pas. C'est ça. Et c'est Exactement. ça qui manque. Exactement. C'est vraiment, c'est exactement ça, c'est l'analyse. Et c'est pour ça que j'ai plus de mal. C'est que l'équipe de France qui va au bout, c'est une équipe de France qui se construit depuis 2014 avec un entraîneur qui travaille, qui a dû enlever des joueurs, qui a dû en mettre d'autres, qui a dû changer de dispositif, trouver un peu sa façon de jouer. Et en 2018, cette équipe, elle est à son apogée, et son collectif, il est à son apogée. L'équipe d'Italie, en 2018, elle est en ruine. Mancini arrive, il reprend, il arrive à faire un collectif exceptionnel. Et je pense vraiment que cet euro peut être l'euro de l'Italie parce que je trouve que le collectif est à son apogée, qu'on n'a pas de meilleure équipe. Entendons-nous bien, équipe. Je dis pas de meilleurs joueurs, je dis vraiment de meilleure équipe. Tu vois, quand tu nous poses la question de savoir de quoi on parle quand on parle de la grosse équipe d'Angleterre, une équipe qui est capable déjà d'avoir sur le terrain tous ces joueurs, qui en plus, quand elle fait des changements, peut faire rentrer le capitaine de Liverpool, Jordan Anderson, qui peut faire rentrer Marcus Rashford, Calvert-Lewin, Trippier et Bellingham, pour compter les 5 changements, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui sont capables de faire rentrer 5 joueurs comme ça. Quand l'Italie fait des changements, alors ok, ils peuvent faire rentrer Locatelli, mais après ça fait rentrer Berardi, ça fait rentrer Cristante, ça fait rentrer Emerson. On n'est pas quand même sur le même calibre de joueurs là, tu vois, tu comprends bien ce que je veux dire. Il faut peut-être plus parler d'individualité là pour moi. Ce qu'il fallait retenir, c'était vraiment le collectif qui n'est pas encore construit, qui n'a pas été trouvé par Gareth Southgate. Et c'est pour ça que tu vois une équipe totalement différente qu'en 2018, parce que si le collectif avait été trouvé en 2018, on l'aurait su, tu vois. Et si le collectif avait été trouvé sur 7 euros, on l'aurait su parce que à chaque fois, tu as une composition différente. Peut-être pas une formation différente, mais face à l'Allemagne, il a essayé de copier la formation de l'Allemagne et c'était bien joué. C'était une très bonne analyse de Gareth Southgate. Mais à chaque fois, tu as un changement de formation, tu as un changement de personnes sur la composition, enfin sur le papier. Donc tu vois, c'est pas encore totalement prêt, tu vois. Il manque plus que le collectif et après, cette équipe, elle pourra exploser, mais pour l'instant, elle n'explose pas du tout et elle n'est pas incroyable, tu vois. Mais Paul-Antoine nous a quittés ou Mathieu nous a quittés, je sais pas. non, c'est Mathieu. Mathieu en avait marre qu'on attaque l'équipe anglaise alors. C'est déconnecté. Mais encore une fois, c'est aussi par sympathie. Je m'attarderai pas sur l'équipe du Danemark, par exemple, si je trouvais qu'elle était intéressante ou quoi que ce soit. C'est justement parce que j'aime bien l'équipe d'Angleterre qu'on est frustré aussi dans un sens, même s'ils sont encore en compétition. Mais parce que quand on a des attentes sur une équipe, forcément, on est un peu plus énervé quand elle nous apporte pas ce qu'on attend d'elle. Souvent, c'est comme ça. Hein. Oui, non, mais totalement. Enfin, moi, de toute façon, je l'ai dit, je l'ai répété. De toute façon, l'équipe d'Angleterre, ce qu'elle propose pour l'instant, c'est pas beau et c'est juste pas beau. Mais ça viendra. Et de toute façon, il ne manque plus qu'une étincelle et ça peut partir. Hein. Mais Totalement. l'étincelle, c'est le collectif et pour l'instant, il n'y est pas, tu vois. Alors, on a perdu Mathieu. On allait passer au prono, pourtant, au prono sur les demi-finales. Il l'a fait, mais du coup, il manquait plus que toi, du coup. Il l'a fait, je l'ai fait et il manquait plus que toi. Ah d'accord, vous avez fait vos pronos, j'ai joué, d'accord. Bah écoutez, ça marche. On est parti sur un débat qui a duré quand même genre une petite vingtaine de minutes. C'est pour ça que je m'en souviens pas. J'ai zappé, mais... Bah écoute moi pour Italie-Espagne, au vu du collectif, je pense que l'Italie va s'en sortir. Ça va être compliqué, ça va vraiment être un affrontement de style très très intéressant à voir. Mais je pense que l'Italie va s'en sortir avec je me suis étouffé. Reste avec nous pour l'entendre, on a besoin de toi pour le match de ce soir. En tout cas, je vois l'Italie s'imposer peut-être 1-0 voilà, contre l'Espagne et puis l'Angleterre contre le Danemark. Je pense que ça passera aussi pour les Anglais. Je pense qu'il va y avoir un peu un essoufflement de l'équipe danoise. Après, peut-être qu'ils nous sortiront un gros match, mais je pense que ça va un peu s'essouffler. Donc, une victoire 2-1 de l'Angleterre contre le Danemark et une finale Italie-Angleterre. Ça va pas arranger ma relation avec Mathieu, cette finale-là.
Bon, écoute, moi je suis du même avis que toi et c'est ça qui compte et on verra bien. De toute façon, ça va être des beaux matchs. On espère que ce sera des beaux matchs et c'est tout. Exactement. Bon bah écoute, on va conclure sur ça. Malheureusement, Mathieu n'est pas là pour nous dire au revoir, mais le cœur y est. Alors, Paul-Antoine, on se retrouvera sûrement dans ce podcast, soit pour Bien un sûr, petit bien preview de la finale, soit après la finale, mais dans tous les cas, on se retrouvera très très vite. Voilà, donc écoute, je te laisse faire tes adieux et puis ensuite on va quitter l'épisode. Oh, c'est pas des adieux, c'est qu'un au revoir finalement. Bon, vas-y, à plus. Allez, merci à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcast et sur YouTube également, The Extra Time, le podcast foot. Vous pouvez nous retrouver évidemment pour le preview de la finale de l'Euro 2020. Bonne demi-finale à tout le monde. Italie, Espagne, Angleterre, Danemark. On va quand même se régaler entre ce soir et demain. Je vous souhaite des très bons matchs, une très bonne journée et ciao à tous.